Non, personne pour nous expliquer ça. Pourquoi on peut prendre une loi géométrique pour la loi de X, par exemple? Ah ouais, il y a un lien certain avec ce que vous avez déjà utilisé en élec. Ouais. Bon, c'est pas grave, je vais répondre. Donc, si on considère que à chaque unité de temps, si l'appareil fonctionne, il peut tomber en panne avec une probabilité P. Ok, donc la durée de vie dans ce cas-là, c'est le nombre d'unités de temps avant la survenue d'une panne. Autrement dit, à chaque unité de temps, on a un tirage d'une loi de Bernoulli, de probabilité de P, pour laquelle le succès, ce serait avoir une panne, et l'échec, ne pas avoir de panne. Le fait d'avoir une panne après K unités de temps, ça correspond donc au fait d'avoir eu K-1 temps durant lesquels on a tiré l'échec, on n'a pas eu de panne, suivi d'un temps pour lequel on a eu une panne. Et ça, c'est exactement la loi géométrique. De façon un peu plus rédigée, ça donne ça. Hop. On a bien une loi de Bernoulli qui s'applique à chaque fois. Et donc la durée de vie, c'est le nombre d'unités de temps avant la survenue d'une panne. Et X, ça mesure le nombre d'échecs avant l'arrivée d'une panne. C'est exactement la description d'une loi géométrique. Et voilà, c'est tout. De façon évidente, c'est la même chose pour Y, sauf que le paramètre est noté Q. Ce à quoi j'ai oublié de prêter attention dans la suite. Ok, c'est bon pour vous? Pas de questions là-dessus? C'est pas très difficile une fois qu'on a l'idée du raisonnement. L'utilisation des lois relativement simples qu'on a, elle est souvent motivée par des arguments assez logiques. Bon, question suivante, un petit peu plus délicate. Donc le dispositif s'arrête lorsque l'un des deux composants tombe en panne. On voudrait, en fonction de X et Y, exprimer la durée de vie du dispositif. Donc on ne demande pas de faire les calculs pour l'instant. Simplement de trouver une relation entre la durée de vie du dispositif et les lois individuelles X et Y.
Non, ça ne vous vient pas immédiatement. Quelles conditions doivent être remplies pour qu'on ait une panne après exactement K unités de temps? Est-ce que vous pourriez donner, je pense, 2 conditions qui répondent à ça? Une panne après exactement K unités de temps. Il faut qu'on soit plus précis, Pierre-Louis. Pour l'instant, on n'a pas besoin de cette hypothèse, Lucien. Ça viendra. L'union de quoi? Alors, PY, PX, faites bien attention, ce n'est pas défini. Hein. Les probabilités elles sont définies pour des événements, et Y et X, c'est des variables aléatoires. On peut exprimer la loi de X, la loi de Y, mais pas PY ou PX. Et union de PY et de PX, ça n'a pas de sens. On ne peut pas l'interpréter. Je vous crois volontiers, mais je le relève. Quoi. Je dis toutes les réponses. Il y en a une autre qui arrive. Non, il faut se méfier avec ça. Ça, c'est piégeux. Parce que Px égale K, ça contient aussi toutes les éventualités pour Y. Mon bidule, il est là. Donc cette réponse-là, c'est une arnaque. Qu'est-ce qu'on a dans Px égale K, union Y égale K? Vous allez voir qu'on a beaucoup trop de choses en fait. Parce que X égale K, ça contient par exemple X égale K, cet événement-là, inter, Y égale 0. Ce qui signifie le composant X est tombé en panne à l'instant K, enfin au temps K. Le composant Y est tombé en panne immédiatement. Et c'est bien inclus là-dedans. Parce que c'est plus petit que ça. Autrement dit, cette réunion-là, c'est très très grand. Ouais, on cherche. Alors, il faut oublier l'idée de réunion pour l'instant. On cherche la première instance de la panne. Comment décrire ça? Il y a une fonction, c'est même pas vraiment une fonction, c'est enfin si, c'est peut être vu comme une fonction de 2 variables, mais un truc élémentaire qui permet de décrire ça très très bien. Parce que là, clairement, ça nous embête. Hein. Ce genre de situation nous dérange. Donc, comment est-ce que je peux savoir qu'il y a eu une panne à tel instant, à l'instant K? Qu'est-ce que ça signifie concernant tous les instants qu'on a? Si ça décrit chacun des instants. J'ai la situation du premier composant et du second à chaque fois. Si à l'instant K, j'ai une panne, qu'est-ce que je peux dire des instants précédents?
Je vais le dire plus précisément, le dispositif tombe en panne à l'instant K. Exactement, qu'il n'y a pas eu de panne les instants précédents, que ça fonctionnait encore. Autrement dit, concernant les valeurs de X et de Y, X étant l'instant auquel la panne survient et Y l'instant auquel la panne du second survient. Comment doivent être les valeurs de X et de Y? Si elles sont inférieures à K, ça veut dire qu'il y a eu une panne potentiellement avant. Il y a eu une panne là. C'est-à-dire que là, ça c'est la situation de j'ai détecté la panne à cet instant-là. À cet instant-là, j'ai observé, j'ai vu que c'était en panne. Mais je ne sais pas si elle n'a pas eu lieu avant. Ce n'est pas la situation dans laquelle on est. Nous, ce qu'on décrit, c'est la panne a eu lieu à cet instant-là. Donc j'ai un observateur qui voit tout et il voit que ça marchait, il voit que ça ne marche plus. Qu'est-ce que je peux en déduire concernant X et Y? Non, le mouvement de la mèche, ça signifie que le minimum de X et de Y, c'est K. Je vous disais une fonction élémentaire, quoi. Donc ça, cet événement-là et celui-ci sont les mêmes. OK? Bon, deuxièmement, donc un moyen de voir ça, c'est de dire les deux composants fonctionnaient à K-1. On va passer à un moyen explicite d'étudier ça. Et l'un des compos est, rencontre une panne, voilà, à l'instant K. Ensuite, ça c'est bien gentil, mais étudier la loi d'Hermine, c'est pas immédiat si vous n'avez pas une approche. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'hypothèse particulière, la méthode générale pour faire ça, c'est pas d'étudier directement la loi du minimum égal à quelque chose, mais d'utiliser cette approche-là que je vous ai écrite dans les slides. Pour étudier un min de deux variables aléatoires, on étudie le minimum de xy plus grand que k. Puis après, on fera des soustractions. Parce que pour que le minimum soit égal à k, si je connais la probabilité qu'il soit plus grand que k et celle qui soit plus grand que k-1, bah, je fais la différence entre les deux et ça me donne la probabilité qu'il soit égal à k. Et cet événement-là, il est égal à l'événement x plus grand que k, inter y plus grand que k. Et ça, on va être capable de les étudier. Enfin, sous réserve des hypothèses à venir. En tout cas, ça ne nécessite pas de... Ça peut être étudié indépendamment. Après, il faut voir ce qu'on peut dire de la loi de l'intersection. Voilà, donc en version un peu mieux rédigée quand même, c'est là. Donc, pour qu'il tombe en panne après k unité de temps, il faut que l'un des deux composants, il faut que les deux fonctionnent à k-1 et que l'un des deux rencontre une panne à autant k. Ce qui donne ça, le minimum. Et
j'ai une proba en trop ici. Il faut barrer ça. C'est l'événement qui est égal. Hein. C'est les événements qui sont égaux entre eux. Voilà. Pourtant, je l'ai relu même ce matin et je n'ai pas fait attention aux détails. C'est affreux. Et je vous rappelle, je vous note l'astuce pour étudier pour étudier des événements minimum, c'est-à-dire la loi d'un minimum. Ça 30 secondes et puis on va passer à l'étude de la loi elle-même. AK-2, est-ce qu'il peut être en panne? Non. Non, AK-2, il fonctionne. Il tombe en panne à l'instant K. C'est-à-dire l'un des deux, X ou Y, enfin le composant 1 ou le composant 2, tombe en panne à l'instant K. Donc AK-1, il fonctionne, AK-2, il fonctionne, AK-17, il fonctionne. Jusqu'à 0. Il fonctionnait toujours. Une fois qu'il est tombé en panne, en fait, il ne redémarre pas. Il doit être remplacé. Hein. C'est un composant électronique standard. Bon, si je ne vous ai pas laissé assez de temps, dites-moi, mais je pense qu'on en a parlé longuement, ça devrait aller. En déduire. Oh, j'avais pas le temps de lire, je pense. On va s'ouvrir un peu, parce que je n'ai pas fait de pause, donc ce n'est pas très pratique. En déduire sa loi. Et c'est là où on va devoir se bagarrer un petit peu. Donc on l'a dit, on doit étudier ces intersections-là. Hein. C'est à peu près le seul moyen qu'on ait d'étudier un minimum convenablement, de dire que le minimum de x et de y plus grand k, ça signifie que les deux sont plus grands que k, pas très savant. Après, de calculer cette probabilité-là, de calculer cette probabilité-là, et puis. Qu'est-ce qui va nous arrêter ensuite pour étudier la loi de la durée de vie? Quelle information manque une fois qu'on a effectué ces calculs-là, qui ne sont pas très difficiles. Hein. Et ces calculs-là, les probabilités que x soit plus grand que k, y soit plus grand que k, qu'est-ce qui nous permet de passer à l'intersection? Quelle hypothèse doit-on faire en plus sur le système lui-même? Qui n'apparaît pas dans l'énoncé. Hein. Je peux vous remettre l'énoncé. Eh bien oui, ouais, c'est indispensable. Si on ne sait rien de la relation qui existe entre x et y, c'est à peu près le seul choix qu'on puisse faire. C'est le choix naturel que de supposer que deux phénomènes sont indépendants tant que vous n'avez pas d'informations sur la relation de l'un par rapport à l'autre. Mais c'est un choix qui est lourd de conséquences. Hein. Ça sous-entend que sont réellement, que vous ne répondez qu'à la situation où ils sont réellement indépendants. Si vous apprenez par la suite qu'en fait ils sortent de la même usine de fabrication et qu'ils ont été installés en même temps par le même technicien, etc., supposer l'indépendance, ça peut être un peu problématique. Hein. Peut-être que c'est un lot qui est défectueux et pas, pardon, et pas seulement une des pièces. Dans ce cas-là, supposer l'indépendance, c'est moins naturel. Mais en attendant, on n'a guère le choix. Donc, poser l'indépendance, c'est un choix qu'on peut faire et dans ce cas-là, on peut étudier.
ou ne pas faire. Et dans ce cas-là, il faut donner une information supplémentaire. Donc, si vous n'avez pas une information supplémentaire du style loi conditionnelle ou loi du couple ou que sais-je, c'est pas faisable. Et enfin, a priori, apprendre qu'un des dispositifs est tombé en panne n'apporte pas d'informations sur le fait qu'on sache que l'autre est tombé en panne. Pour autant, il y a toujours une discussion possible là-dessus. Je viens de vous présenter, par exemple, que dire si on apprend qu'il y a un lot défectueux qui a été installé à telle période. Bon. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer les calculs. Hein. Donc, c'est ici où je suis un peu embêté. Enfin, c'est pas que je suis un peu embêté, je suis très embêté parce que j'ai absolument pas fait attention à cette hypothèse-là quand j'ai rédigé le truc. Donc, il faudra qu'on s'arrête un moment et qu'on fasse bien attention. Donc, ici, ils vous ont noté P et Q, les paramètres respectifs de la loi. OK ? Celle de X et celle de Y. Et moi, j'ai pas fait gaffe à ça. J'ai considéré que les deux, c'était P. C'était exactement le même dispositif, mais indépendants l'un de l'autre. Donc, je vous prie de mettre un R ici à la place de Q, parce que par la suite, ce que j'appelle Q, c'est le complémentaire de P. Et ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a aucune raison, si ça c'est un tiers, que l'autre soit égal à 2 tiers. Il n'y a absolument aucune raison. Donc, s'il vous plaît, notez R là dans l'énoncé et faites bien attention à ça. Sinon, je dois faire tous les calculs à la main. C'est pas que ça me. De toute façon, je vais devoir les finir à la main parce qu'il y a un moment, ça devient faux. Mais je viens seulement de m'en apercevoir dans ma grande vigilance. Ceci m'avait échappé. Mais rassurez-vous, on va s'en sortir quand même. Donc, on les suppose toutes les deux indépendantes, ces variables aléatoires, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à ça ? Commencer gentiment en rappelant la loi géométrique, où je note, contrairement à l'énoncé, Q égale le complémentaire de P. Ok, donc faites bien attention à ça. Hein. Ce n'est pas le Q qui est indiqué dans l'énoncé. Ensuite, ce qu'on veut calculer, c'est ça. Hein. X plus grand que Y, plus grand que K, Y plus grand que K, les probabilités de ces machins-là. Ça va nous donner la probabilité que le minimum soit plus grand que K, et avec une soustraction, on va trouver la probabilité que le minimum soit égal à K. Si vous ne voyez pas trop comment on va s'en sortir, on peut écrire simplement un truc comme ça avant histoire de vous éclairer. Le minimum égale K équivaut à ce que je prenne l'intersection, enfin la différence, si on veut, du minimum égale K-1 moins le minimum égale K. Et voilà. Donc, non, c'est là. Tac, tac, tac. On en était ici. Voilà. Donc, la probabilité que X soit plus grand que K, c'est bêtement la somme de ces probabilités-là. On voit clairement apparaître une somme géométrique, vu qu'on a des puissances ici. Ah, je n'arriverai pas à le sélectionner. Enfin bon, Q puissance K-1. On fait ça pour n plus grand que K, donc il faut faire attention aux notations. Et puis, avec un petit changement d'indice en commençant à K plus 1, ou en le factorisant, par exemple, d'abord, on peut facilement le calculer et on se retrouve à devoir calculer. Ça, on peut le sortir. On a P, Q puissance K fois la somme des Q puissance quelque chose, qui commence à 0 si on attaque à partir de K plus 1. Et donc, il nous reste bêtement P sur 1 moins Q, et 1 moins Q, c'est P. Donc, il reste P divisé par P fois Q à la puissance K. OK ? Donc, tout bêtement, on a calculé la probabilité que X soit plus grand que K.
Et après, est-ce que ça devient embêtant? Ouais, c'est ici qu'on est embêté. Donc, je vais repartir de là, et puis on va devoir calculer à la main la suite de l'histoire. Donc, la probabilité que x soit plus grand que k, c'est q puissance k, c'est-à-dire 1 moins p puissance k. Pour y, qui suit elle-même une loi géométrique, on va trouver 1 moins r puissance k, sachant que y suit une loi géométrique de paramètre r et x suit une loi géométrique de paramètre p. Ensuite, comment on calcule la probabilité de cet événement? X plus grand que k inter y plus grand que k, sachant qu'on a l'hypothèse fondamentale de l'indépendance. Comment est-ce qu'on obtient la probabilité de l'intersection? Ouais, exactement. Un produit. OK. Bon, ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est pas cette information-là. On voudrait savoir la probabilité que le min de x et de y, non pas soit plus grand que k, mais soit égal à k. Bon, la clé pour faire ça, c'est de se souvenir, avoir une variable aléatoire, bon, on peut la noter z vu que ce ne sera pas forcément la même, z plus grand que k-1, cet événement-là. C'est une union disjointe entre deux événements, à savoir z égale k, parce que s'il est plus grand que k-1, c'est bien inclus là-dedans. Donc je fais la réunion, bon, ça c'est une union disjointe, je vais l'écrire après, avec z strictement plus grand que k. Le fait que z soit plus grand que k, ça peut vouloir dire que z égale k, ou alors que z est strictement plus grand que k. Et ça, c'est une union disjointe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection commune. Le fait que ce soit une union disjointe me permet d'ajouter ces deux probabilités-là pour trouver celle-ci. Autrement dit, la probabilité que z soit égal à k, c'est cette probabilité-là moins celle-là. Et c'est comme ça qu'on passe de la probabilité d'être plus grand à la probabilité d'être égal. Bon, je détaille peut-être outre mesure si vous l'avez vu 5 fois en TD déjà. Comme on ne l'a jamais fait, c'est peut-être pas inutile que j'en parle. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Il faut revenir à ce qu'on a écrit un peu plus tôt. Non. Nous, ce qu'on a calculé, c'est la probabilité que le min soit strictement plus grand que k. Hein, c'était cette intersection. Donc, on est capable de le refaire. La probabilité que le min soit égal à k, c'est donc, si j'applique ce que j'ai ici, la probabilité que le min soit strictement plus grand que k-1, moins la probabilité que le min, la même chose, soit strictement plus grand que k. OK?
Bon, tout ça est bel et bon. Il faut remplacer, calculer, simplifier et se bagarrer un petit peu avec les expressions qu'on a. Cette probabilité-là, bon, il n'y a pas besoin de couleur, il suffit de remplacer ça par des k-1. Et celle-là, c'est celle qu'on vient de calculer. Bon. Une fois qu'on a écrit tout ça, il semble à peu près manifeste qu'on va essayer de factoriser par ce qui est commun, à savoir 1 moins P fois 1 moins R à l'exposant K-1. Un facteur de 1 moins 1 moins P, 1 moins R. Ok? J'ai pas fait grand-chose. Hein. Et puis, bon, là, on peut être tenté de faire plein de choses, hein, mais ce serait une erreur. Ici, il faut s'arrêter et puis regarder ça dans le blanc des yeux jusqu'à ce qu'on le reconnaisse. Hein. C'est quelle loi, ça? Parce que je pense que si vous savez ça, vous allez tous faire ça, sans problème. Puis après, vous allez tous tenter ça, il n'y a que ça à faire. Est-ce que vous voulez faire d'autres? Vous n'allez pas développer ces machins-là. Vous n'êtes pas fou. Donc, vous allez essayer de factoriser. Puis après, il faut penser à s'arrêter. Une fois qu'on a commencé à calculer, c'est toujours difficile tant qu'on n'est pas tombé sur un truc. Tant qu'on n'arrive pas à 2, à 5 ou à ln de 3, on a envie de calculer encore. Hein. Et là, non, il ne faut surtout pas. Ah oui, c'est une loi géométrique, ça. Et le paramètre, c'est quoi? Elle n'a qu'un seul loi, elle n'a qu'un seul paramètre, la loi géométrique. C'est lequel? Est-ce que c'est 1 moins P, 1 moins R, ou est-ce que c'est 1 moins 1 moins P, 1 moins R? C'est ça la question. Normalement, au bout de X semaines de proba, vous devriez connaître les formules. Ça ne peut pas être P. On ne va pas réussir à simplifier ça en P, on n'arrivera jamais à se débarrasser du R. ça vaut le coup d'essayer. Bon, si vous avez oublié, on va aller voir là. Hein. Hop. On va zoomer un coup. Hop. Alors, loi géométrique, G de P, P facteur de 1 moins P puissance K-1. OK. Donc, nous, on était où? On était là. Donc, celui qui est sans exposant, c'est le paramètre. Autrement dit, le paramètre, c'est 1 moins 1 moins P, 1 moins R. Vous avez un nombre élevé à une puissance K-1 fois son complémentaire élevé à la puissance 1. C'est une loi géométrique. Admettons que je l'appelle S, celui-là. Ici, j'ai S puissance, ce que je raconte, 1 moins S puissance K-1 fois S. Et je ne sais pas quel sens donner à ce paramètre-là. Si ce n'est que ça, c'est la probabilité que ça marche, qu'il n'y ait pas de panne à un instant, fois la probabilité qu'il n'y ait pas de panne au même instant. Donc, le complémentaire du produit des probabilités, le complémentaire de la probabilité qui tombe en panne en même temps. Space, mais bon. Il faudrait sûrement mieux demander à un électronicien ce qu'il en pense. J'ai pas
suis pas assez expert en électronique pour vous parler de ça, du fait d'aligner des composants en série. Voilà. Donc, c'était pas évident, mais on en est venu à bout quand même. Et cette partie-là, malheureusement, les résultats que j'obtiens sont faux parce que j'ai confondu les deux paramètres P et R. C'est bon pour vous? Bah, je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'est pas non plus, regardez, ça fait 8 lignes, quoi. Il y a 8 lignes de calcul et cette méthode-là qu'il faut absolument que vous reteniez. Donc, c'est pas non plus excessivement long. En DS, quand je vous corrige, des fois, je vois 15 lignes de calcul, il n'y a pas une erreur, tout est nickel. Bon. Ce que j'en pense, c'est que c'est pas hyper dur. Mais que c'est quand même l'exo 39, quoi. Vous avez fait 38 exos avant d'en arriver là, donc c'est pas supposé être facile non plus en fin de TD. Ça me paraît plus facile que ce par quoi on a commencé les séances de TD. Hein. Ça me paraît beaucoup plus facile que les exercices sur le dénombrement, les ensembles dénombrables, les bijections, l'existence d'une injection entre N2 et N, ce genre de choses. Ça me paraît beaucoup plus abstrait et difficile. Là, c'est un peu technique, quoi, c'est tout. Réussir à reconnaître la loi. Voilà. Mais s'il faut que je réexplique quelque chose, c'est le moment de m'en faire part. Je ne sais pas si vous serez plus guidé, je ne suis pas certain. Je ne sais pas s'il y a des annales qui traînent sur votre Moodle, mais il faudra aller jeter un œil. Bon, alors on a fini avec lui, blablabla. Ouais, voilà, ce qui merdait, c'est là. Parce que j'ai supposé que c'était les mêmes paramètres. Donc on arrive au même résultat, mais avec les deux paramètres qui sont confondus. Bon, on va passer à un exercice un tout petit peu plus théorique, mais qui reste quand même abordable. Et plus théorique dans le sens où c'est un peu plus original comme approche. On va chercher à démontrer l'inégalité de Markov. J'ai dû aller vérifier pour savoir lequel des deux Markov a démontré ça, parce que il a eu un fils à qui il a donné le même prénom et qui a fait des maths aussi. Donc, bon, je me doutais que c'était le premier, parce que ça avait l'air de correspondre à la période. Mais si vous comptez, enfin, vu que vous aurez encore des stats et des probas à l'avenir, vous entendrez beaucoup parler de Markov. Et, fondateur d'une théorie très vaste qui a été très, très féconde. Pas pour ce résultat-là, qui est un très beau résultat intermédiaire dans nos preuves. On va pouvoir interpréter d'ailleurs aussi à la fin. Et pour une autre théorie. Donc, j'ai assez baratiné. Voilà, une VA valeur dans N, un réel, positif. On suppose que X a une espérance. Souvenons-nous que pour toute variable aléatoire qui est à support infini, ce n'est pas évident qu'elle ait une espérance. Hein. Il faut qu'il y ait une série qui converge. Et on pose Y, la fonction indicatrice de l'ensemble X supérieur ou égal à A. Autrement dit, Y renvoie 1 si X est supérieur ou égal à A et 0 sinon. Première question, montrer que Y égale 1 est un événement égal à l'événement X supérieur ou égal à A. Allez, je vous laisse une minute ou deux pour réfléchir à ça, c'est pas dur. La deuxième question, on l'a déjà faite, 2 fois, je crois. Ça devrait aller.
Alors, pourquoi a-t-on l'égalité de ces deux événements? Comment est-ce qu'on va prouver ça? Une fois qu'on a compris, c'est complètement évident en fait. Voilà, supposons que y égale 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie bêtement que je suis un entier naturel dont l'image par x est supérieure ou égale à 1. Autrement dit, si j'ai ça, je suis inclus là-dedans. Si j'ai un entier naturel qui appartient à y égale 1, il est inclus dans x supérieur ou égal à a. Réciproquement, si je prends un entier naturel inclus dans x supérieur ou égal à a, son image par y à cet entier, ça va être 1. Donc il est inclus là-dedans. Donc il y a égalité des deux ensembles. Et voilà. Donc ça, c'est la première inclusion. Et la seconde. C'est tout. Donc les deux événements sont complètement identiques. C'est presque surprenant qu'on vous pose la question, mais je pense que quand mon collègue a rédigé l'exo, il ne pensait plus qu'il vous avait déjà fait faire ça 2-3 fois. Donc, si on compare à l'exercice précédent, là, vous êtes vraiment guidé. Voilà pourquoi je ne peux pas répondre à la question est-ce que vous serez davantage guidé? Ça va dépendre du niveau de difficulté des exercices. Certainement, dans certains exos, vous serez très guidé, puis dans d'autres, un peu moins. Enfin, certainement. Je n'ai pas vu le sujet, donc j'en sais rien, mais j'imagine. Voilà, c'est bon pour vous? Hop, voilà, conclusion, tant qu'à faire. En déduire la loi donc, de Y et son espérance. Donc le support et puis les probabilités de chaque valeur, enfin d'atteindre chaque valeur dans le support. Alors quel est le support de Y? L'ensemble image de la variable aléatoire Y. Vous pouvez répondre en 3 caractères. Ou un petit peu plus, en effet. Et puis, une fois qu'on a dit ça, quelle est la probabilité que Y soit égal à 1? Bah, on vient de le dire à la question précédente, c'est la probabilité que X soit supérieur ou égal à 1. Et on ne peut pas aller au-delà parce qu'on ne sait rien de plus sur X, à part que c'est une variable aléatoire, à image dans N, et qu'elle a une espérance. Donc, on s'arrête là, en fait. Hein. C'est tout. La probabilité que Y soit égal à 0, de toute évidence, c'est la probabilité que X soit plus petit que 1. Très bien. Est-ce que Y a forcément une espérance? Est-ce qu'on doit justifier? Est-ce que c'est difficile de justifier l'existence de cette espérance? Qu'est-ce qui nous assure qu'elle est bien une espérance et qu'on puisse la calculer? Ouais, elle a un ensemble d'images fini, donc elle a bien une espérance, la somme va forcément converger, c'est une somme finie. Et puis, il suffit d'appliquer gentiment la formule, on l'a déjà fait plusieurs fois. On n'insiste pas davantage, c'est 0 fois ça, plus 1 fois ça. Voilà. En définitive, l'espérance de Y, c'est la probabilité que X soit supérieur ou égal à 1. OK?
Bon, je vends la mèche. Plus tard dans l'exo, on va utiliser tous les résultats intermédiaires. Donc, notez-les à part sur un papier. Enfin, entourez-le, j'en sais rien, mais repérez bien ça. On en aura besoin dans pas longtemps. Bon, je pense que c'est pas nécessaire de rester là-dessus une demi-heure. Hop. Montrer que pour tout petit oméga dans l'univers, on a une inégalité étrange, x de oméga supérieur ou égal à x de oméga fois y de oméga. Ok. Que peut-on en déduire concernant les espérances respectives de x et de xy? Attendez, je vais me muter que vous soyez. Ah oui, il y a eu plein de réponses. Alors, il faut montrer que y de oméga est inférieur ou égal à 1. Ça peut servir, Lucien. Et la conclusion, Amine, est juste. Ouais. Enfin, supérieur ou égal à 1. Ah ouais, vous avez mis supérieur plus. Je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Alors, comment sait-on que y est inférieur ou égal à 1? D'où ça sort, ça? Y inférieur ou égal à 1. Non, mais ça vient de la définition, c'est là. Hein. Y ne prend que deux valeurs qui sont 0 et 1, donc par définition de y de oméga est toujours inférieur ou égal à 1. OK? Il suffit de reprendre la définition de y pour en avoir la justification. Ensuite, le fait que x soit valeur dans n, donc soit un nombre supérieur ou égal à 0, nous permet d'effectuer le produit entre les deux. Et pour tout petit oméga de l'univers, le produit de ces deux nombres-là est bien inférieur ou égal à ça fois 1, c'est-à-dire à grand x de oméga. OK? Et après la conclusion, on a eu la réponse déjà. Ça vient du fait que l'espérance soit une application croissante. Et puis voilà. Je ne sais pas si c'est explicitement dans votre cours, ça d'ailleurs. Je vais quand même aller jeter un œil. Oh, je vois rien avec ce niveau de zoom. Vous avez la linéarité. Oh, vous avez le transfert. Ah ouais, vous avez ça quand même. Bon. Ça, c'est une propriété de croissance, hein, si vous regardez bien.
Ça vous dit que x est inférieur ou égal à y entraîne espérance de x inférieure ou égale à espérance de y. C'est la définition d'une fonction croissante. Donc, on applique ça gentiment, puis c'est réglé. Donc, le deuxième résultat, enfin, deuxième et troisième résultat intermédiaire, ça et ça. Pour l'instant, ça part dans tous les sens. Hein. On ne voit pas très bien ce qu'on essaie de nous faire démontrer avec cette histoire. Et la question d'après est encore plus surprenante. Si c'est bon pour voir en son. Montrer que pour tout oméga de l'univers, le produit x de oméga, y de oméga est supérieur ou égal à a fois y de oméga. Non, pas encore. On ne va pas encore utiliser les résultats intermédiaires. Attendez 30 secondes, parce que j'ai réussi à me faire mal en étant assis, ce qui est quand même de l'ordre du prodige, mais j'arrive. Voilà, vous avez bien raison de vous foutre un peu de ma gueule. Je ne vous cache pas que c'est... Enfin, ça a provoqué le sourire de ceux qui m'entourent. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on... Ah ouais, ok. Bon. Donc, elle est un peu space, cette question, mais elle ne nécessite pas grand-chose. Alors, est-ce que vous avez un plan, une idée, enfin, une approche générale face aux questions bizarres, comme ça? À première vue, on ne devine pas forcément d'où ça vient. Vous allez être très déçu par ma réponse. Non, on ne peut pas diviser par Y, parce que Y s'annule, en effet. Bah ouais, Lucien. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la définition. Et le plan général, c'est si vous regardez une question pendant plus de 15-20 secondes et que vous êtes complètement perdu, à peu près, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans? Bah, clairement, on barre les Y et puis voilà, mais on arrive à un truc qui est complètement faux, parce que X, il a valeur dans N et A, c'est un réel quelconque, il n'y a aucune raison que X il soit toujours plus grand que A. Et puis, j'ai pas le droit de diviser par quelque chose qui s'annule. Bon. Alors, c'est quoi la définition des objets? X, il y a une définition très vague, variable aléatoire à valeur entière, merci. Mais Y, c'est quand même un truc, quoi. Ça ne prend que deux valeurs, 0 et 1. Bon, il n'y a que deux valeurs, on n'a qu'à les tester. Si Y vaut 0, très bien. Qu'est-ce que ça signifie, ce truc-là? Bah, ça vaut 0, et ça aussi. Et l'inégalité est vraie. Vous en conviendrez, je pense, comme moi. Deuxième possibilité, Y vaut 1. Ah, mais là, il y a une implication à ça. On l'a vu, Y égale 1,
Ça veut dire que x est plus grand que a. Donc, si y égale 1, x est plus grand que a, ben, c'est fini. Voilà. Il n'y a plus qu'à le rédiger. Mais voilà. C'est tout. Donc, on a utilisé un des résultats intermédiaires. Enfin, il était temps. Et on peut aborder la dernière question qui démontre l'inégalité de Markov. Je vais vous laisser reprendre ça 30 secondes. Mais la vraie difficulté de l'exercice, ce n'est pas la difficulté intrinsèque des questions, c'est la multiplicité des objets et des directions qui sont prises. Bon, passons à la suivante. En déduire l'inégalité de Markov, à savoir que la probabilité, dans le contexte qu'on étudie, que x soit supérieur ou égal à a, est inférieur ou égal à 1 sur a fois l'espérance. Bon, je ne crois pas vous donner une indication énorme en vous disant que c'est maintenant qu'on utilise tous les résultats intermédiaires. Sachant que c'est la dernière question, ce n'est pas un conseil formidable. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus sans donner la réponse. Alors, dans quelle heure on va aligner tous les éléments qu'on a là? Dans l'énoncé, on a prouvé pas mal de choses. Qu'est-ce qui est en rapport direct avec la question parmi les résultats qu'on a démontrés? Avec un des deux membres de la question. Non? On peut partir de ça. On avait conclu à la question 3 que l'espérance de x était plus grande que l'espérance de
x fois y, enfin supérieur ou égal à l'espérance de x fois y. X fois y, très bien, donc OK. Ça veut dire qu'on part du membre de droite, quoi. Pour l'instant, on n'a pas de A encore qui apparaissent là-dedans. C'est pas grave. C'est comme si on l'avait mis dans le membre de gauche, quoi. Espérance de x fois y. Bon, on n'a rien sur l'espérance de x fois y. Mais concernant xy, on a prouvé ça. Et on a aussi prouvé que y avait une espérance à la question 2. Donc si xy est supérieur ou égal à ay, ben, l'espérance de x fois y est supérieure ou égale à l'espérance de a fois y. Je suppose que si vous n'intervenez pas, c'est que je ne vous ai pas perdu. Hein. Ensuite, l'espérance d'un nombre réel fois une variable aléatoire, c'est ce nombre fois l'espérance de la variable aléatoire. Autrement dit, je peux sortir le A. Donc maintenant, mon membre de droite, c'est A fois espérance de Y. Et espérance de Y, on l'a calculé aussi à la question 2 comme étant égale à la probabilité que X soit supérieur ou égal à 1. Et c'est tout. C'est fini. Donc vous mettez bout à bout toutes les pièces du puzzle et puis la solution tombe toute seule. Bon, voilà. Ce qui prouve bien l'inégalité qui est là. Il suffit de diviser par A qui est un nombre strictement positif, donc tout va bien. OK. OK. Très bien. Bon, donc c'est quand même extrêmement astucieux. La démonstration tient, si on la condense un peu, en une dizaine de lignes. Ça peut sembler assez étrange, une preuve très courte, mais alors réussir à penser à tout ça, c'est vrai. Enfin, moi, quand je l'ai refait en le préparant, voilà, j'étais subjugué, quoi. On ne le voit pas venir, le Markov, quoi. Il est vraiment trop futé. Hein. C'est vraiment trop malin de penser à poser un truc pareil. Penser à poser ça. Et c'est appliqué dans tous les sens. Hein. Il y a des applications énormes de ce résultat, notamment l'exercice suivant, mais en particulier un truc assez contre-intuitif. Ouais, voilà, ce qui est vraiment futé, c'est ça. Ça, c'est d'avoir réussi à penser à ça et d'en déduire. Voilà. Ce qu'il y a de fort, c'est que c'est lui qui a remarqué ça. Et je pense qu'il ne l'a pas remarqué comme un résultat de probabilité, il l'a remarqué comme un résultat statistique au départ. Je pense que ce qu'il avait remarqué, c'est l'exemple d'application le plus courant, qui est cité un peu partout, qui nous dit si on a une population de personnes et que la variable aléatoire, c'est leur salaire, supposons qu'ils soient tous salariés avec un salaire entier, etc. La part, la proportion de la population qui perçoit un salaire qui est supérieur à 5 fois le salaire moyen, ben, au maximum, c'est 1/5 de la population. C'est exactement le résultat qui est là. Parce que vous avez l'inégalité qui est là, vous écrivez l'inégalité qui est là avec 5 fois le salaire moyen, ça va se simplifier, vous tombez sur 1/5. Le salaire moyen étant l'espérance. Ça simplifie dans le A qui est là. Et je pense que c'est ça qu'il a remarqué. Parce qu'il avait la réputation de construire lui-même ces phénomènes statistiques. En particulier, un de ses premiers résultats est conséquence d'une étude, alors que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est les 2000 premiers caractères d'une œuvre littéraire. Et ce qu'il a étudié, c'est la probabilité d'apparition d'un caractère
d'une lettre, hein, si vous voulez, après la précédente. Donc, il y a quand même déjà beaucoup de cas. Hein. Ça fait quand même 26 fois 26. C'est quoi la probabilité d'avoir un A après un A, d'avoir un A après un B, d'avoir un A après un C, etc. Ça fait quand même déjà beaucoup de situations, beaucoup de trucs à relever, beaucoup de calculs à faire, enfin, même énormément. Et ensuite, il a consacré toute la fin de sa vie aux 10 000 premiers caractères d'une autre œuvre. Et il a démontré avec ça des résultats incroyables. Incroyables. Grosso modo, sans ce qu'il a inventé, il n'y aurait pas de physique quantique, par exemple. Ça, je laisse le soin à mes collègues de faire le lien avec les probas. Bon, revenons à nos exos. Ils sont beaux, ils sont merveilleux. On va faire le 41. Comme vous dites, Lucien. Donc, on se place dans le même contexte. Donc, celui-là, hein, tout pareil. Et on suppose de plus que x admet un moment d'ordre 2. Je pense que vous savez ce que c'est, je ne vais pas insister là-dessus tout de suite. En appliquant Markov à la variable aléatoire qui vous est donnée, démontrer bien-aimé Tchebychev. Deux personnes différentes. Celui qui a énoncé le résultat, enfin celui qui l'a conjecturé et celui qui l'a démontré. Donc, je vous laisse essayer de poser les calculs et de les simplifier tout ça. Ça ne devrait pas nous prendre plus de 5 minutes. Ça va très vite, pareil. Une fois qu'on a l'idée. Alors, il y a grosso modo une astuce. Dans toute la question.
Est-ce que vous avez réussi à faire les calculs? Pas arrivé de réponse. Je vais pas zapper. Non. Donc, si on prend l'approche immédiate qui consiste à appliquer sans se poser de questions à cette histoire-là, en supposant qu'on ait le droit de le faire. Donc, je réécris Markov, la probabilité avec Y, bien sûr, que Y soit supérieur ou égal à A est inférieur ou égal à 1 sur A, l'espérance de Y. Bah, je suis bien déçu parce que c'est pas vraiment proche de ce que je veux. Moi, j'ai envie de démontrer ça et il n'y a à peu près rien qui convient là-dedans. Mais quand même, cette histoire-là, si je le remplace dans le membre de droite, c'est x moins e de x au carré. Ça ne nous avance toujours pas des masses. Mais ça, c'est quoi? Vous voudriez que j'écrive un carré, là, c'est ça, Pierre-Louis? Ah oui, bien sûr. Donc, plutôt que de le faire avec A, on va quand même se faciliter un peu la vie et on va mettre un A carré ici. Parce qu'autant là-dedans, on va réussir à magouiller un peu, autant à l'extérieur, ce sera moins immédiat. Et pour l'instant, je ne vois pas arriver de réponse à ma question. Ça, c'est quoi? Ah ouais. Donc, on avance un petit peu. Bon, on a ça. Et maintenant, c'est le moment de remplacer. Alors, Y, c'est x moins e de x au carré supérieur ou égal à a carré. Nous, ce qu'on veut démontrer, ce n'est pas encore exactement la même chose. On veut démontrer que la valeur absolue de x moins e de x est supérieure ou égale à a. Sachant que dans le contexte précédent, a est un nombre réel strictement positif. Bon, bah, c'est immédiat. Ça équivaut complètement. Un carré est supérieur ou égal à un autre si la valeur absolue du premier est supérieure ou égale à la valeur absolue du second. Donc, ça va tout seul. Hop. Donc, on a bien l'inégalité voulue. Mais on doit justifier quand même une bricole. On doit justifier de pouvoir appliquer l'inégalité de Markov ici. Parce que le contexte précédent était d'avoir y à un moment d'ordre 1.
Or, nous, ce dont on dispose, c'est d'une part x à un moment d'ordre 1, d'ordre 2, pardon, ça ne marche pas, plus y égale l'espérance de x moins ex au carré. Bon, non, c'est x moins ex au carré, ce que je raconte, c'est pas l'espérance. Donc, y, c'est bêtement x carré moins 2x de x plus l'espérance au carré. X à un moment d'ordre 2, autrement dit, x carré à un moment d'ordre 1. Donc, toutes les variables aléatoires ici ont des moments d'ordre 2. D'ordre 1, oh là là, tant que je suis en week-end. Et y à un moment d'ordre 1. Et c'est tout. Donc ça va très très vite. Finalement, relativement peu de calcul. Je vais rédiger ça. Hop. Bon, je n'ai pas beaucoup détaillé. Enfin, je n'ai pas détaillé du tout. On l'applique avec a carré. On développe. Ça se simplifie. Et c'est fini. Comme implication de ce résultat, qui est dû en fait à Tchebyshev, je le disais, Tchebyshev, c'était le prof de Markov, hein, son directeur de thèse. C'est un peu étrange, mais ça ne suit pas la chronologie qu'on s'imagine, mais voilà. Une des conséquences majeures de ça, c'est la loi faible des grands nombres. Donc, vous connaissez la loi des grands nombres de façon intuitive, comme la moyenne du nombre d'apparitions d'un 6 dans un million de lancers de dés proche de 1/6. Cet énoncé-là, c'est la loi forte des grands nombres. La loi faible des grands nombres, c'est une convergence de la même nature, dont on répète un grand nombre de fois une même expérience. Mais c'est une convergence en loi, c'est une convergence moins riche, mais beaucoup plus facile à démontrer. Ça se démontre assez vite une fois qu'on a ce résultat-là. La loi forte des grands nombres, c'est plus dur à démontrer, beaucoup plus dur. Et voilà pour le TD. Donc je pourrais malheureusement sans doute pas vous partager ce document tout de suite, parce que je dois filer à 16h, et enfin, dès que j'ai fini le TD d'après, je n'aurai pas le temps de rectifier mes petites erreurs, enfin, mes erreurs, avant de vous le partager. Je n'ai pas envie de vous partager un document avec des fautes. Je l'ai sans doute déjà fait, mais ce n'était pas délibéré, là ça m'embête. Vous l'aurez bientôt, avant demain après-midi, ça c'est sûr. Bon. Si vous avez pris quelques notes durant la séance, ce ne sera pas trop grave. De toute façon, elle est enregistrée, donc bon, si vraiment il vous manque un truc, dans le pire des cas, vous dépatouillerez autrement. Pourquoi il y a un E de X dans la dernière variance là? Il n'y en a pas en fait. Merci. Il faut que je le note ça. Bon, celui-là, je peux le rectifier en live. C'est juste effacer des caractères, j'ai rien à reprendre. Bien vu, hein. Merci à vous. Blablabla, var x. Allez, toi, tu dégages. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il y avait un dernier caractère? Il n'y a pas de dernier caractère. Oh, il ne me l'a pas enlevé, le salaud. Oh. Bon, je l'ai pourtant. Ah ouais, non. Ouf, il a bien enlevé. Merci, Grégoire. Merci à vous. Bon, jeunes gens, si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite à tous un agréable week-end ensoleillé. Hein.
Merci. Merci.